Regard croisé, deuxième partie sur le plateau. Dominique Alizou, finalement. Dominique, bonne arrivée. Ouais, merci Mathieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, là on l'a pas vu, on se demande, mais il est où, là? Donc, il était juste en route. Dans le rond-point de Tochi, il y a un monsieur qui a failli me créer un problème inutilement. Bon, le temps de discuter, c'est ça qui a provoqué ce léger grand retard. Bon. Le grand Dominique Alizou, bonne arrivée alors. Merci. Alors, on était sur la RD Congo. Vous voudriez bien peut-être placer un mot pour qu'on puisse passer au sujet suivant. On parle bien sûr de cette actualité 77 exécutions extrajudiciaires recensées en 7 ans par l'ONU. Ouais, ben cela n'étonne pas parce qu'avec ces différents groupes, les Maï par ici, les FDR par là, les quoi, tous ces, les Kamina Sapou, tous ces groupes, bon, lorsqu'ils attrapent ce qu'ils considèrent comme ennemi ou bien quelqu'un qui s'oppose à leur action, ben, ils ne demandent pas beaucoup plus de détails, ils l'exécutent. Donc je crois que pour eux, c'est naturel, c'est normal. Mais c'est pourquoi vraiment il faut véritablement que ce pays puisse retrouver sa stabilité et la paix. Parce que sans ça, si des gens, des groupes armés sont en mesure d'opérer librement, c'est vrai que de temps à autre, on attend la mission des Nations Unies, qui est le plus grand contingent du monde, hein, mais ils sont là-bas, mais on ne sait pas véritablement quel est l'impact réel de leur action. La question revient de plus en plus. Hein. Entre-temps, on a vu les populations qui ont carrément marché. Parfois même, les rebelles vont encercler tout un village et puis on tue tout le monde. Ou bien on met le feu. Tout ça là, au vu aussi de ces casques-bleus des Nations Unies qui coûtent cher aux Nations Unies, mais qui sont là. Mais bon, finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. C'est pourquoi il faut véritablement que le nouveau président Tshisekedi puisse, bon, c'est Kabila qui allait venir, mais c'est Tshisekedi plutôt, puisse véritablement prendre des dispositions appropriées pour voir comment arriver à bout de ces groupuscules qui opèrent encore en toute liberté dans ces zones. On place juste un mot, oui. En fait, je voulais un peu contester une des analyses assez approfondies du grand fait tout à l'heure, où il parlait quand même de nos armées. Moi, je pense que c'est vrai que la question est là, mais il faudrait quand même un peu la nuancer. On saurait quand même dire aujourd'hui que nos armées sont là et puis, bon, ils s'adonnent dans la peau, comme je venais de le dire. Je pense qu'ils font un travail parce qu'aujourd'hui, c'est quand même les défenseurs des droits de l'homme et la communauté qui estime qu'il y a quand même vie de procédure au niveau de la défense qu'ils amènent dans ces forces-là pour un peu faire l'équilibre. Et par rapport à cela, ces forces-là arrivent, mais ils n'occultent pas du moins, disons, les forces régulières quand même dans leur action. Lorsqu'elles sont là, tu as cité tout à l'heure le cas de la Centrafrique, c'est vrai, vous avez constaté que depuis que la Russie s'est déployée là-bas, nous avions au moins constaté qu'il y a un léger accalmie. Ça ne voudrait pas dire quelque part que les forces régulières, c'est vrai qu'on aurait pu quand même le dire, qu'ils sont un peu dépassés compte tenu de la situation particulière à ce pays-là. Mais de tout compte fait, je pense que nos armées sont là, ils font le lot du travail parce que ici, par exemple, lorsque nous prenons par exemple à l'interne ici, beaucoup de choses sont faites et puis moi je ne saurais quand même admettre à ce qu'on dise que nos armées ne font pas quand même si j'ai fait allusion à la Russie en Centrafrique, c'est que pendant longtemps c'était les Français. En temps il y avait l'embargo qui a dépouillé les forces régulières, par exemple. L'embargo est encore là. Les armes, voilà. Mais il a fallu que la Russie arrive, d'accord, et qu'on constate. Parce que commence par former. Oui, mais je n'ai pas dit. Les mises en garde régulières de la France par rapport à cette fois-là. Je ne suis pas en train d'applaudir l'arrivée de la Russie. Parce qu'eux aussi sont venus, mais ils ont pu s'imposer. D'accord, aujourd'hui, les questions géostratégiques sont un peu partagées. Donc les gens sont un peu méfiants. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà. On va aborder la Côte d'Ivoire. L'État s'oppose à la libération sans condition de Laurent Gbagbo, l'ami de Dominique Alizou. Dominique, comment vous avez accueilli l'information d'abord en tant que journaliste? C'est vraiment... C'est vraiment... L'investigation que vous êtes. C'est vraiment dommage. C'est dommage que l'État ivoirien puisse s'opposer parce que Gbagbo n'est pas le seul coupable. Moi, je crois que Ouattara doit jouer vraiment sa partition
et amener la Côte d'Ivoire sur le chemin de la vraie paix, la paix réelle. La paix réelle veut dire que lui-même, il est un acteur de la crise. Donc, et les autres aussi ont aussi leur partition. Maintenant, que faire? On les a envoyés à la CPI avec des charges très accablantes, mais ça n'a pas abouti. Et forcément, il doit rentrer. On a libéré Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est allé en RD Congo. C'est vrai qu'il est retourné, mais il est libre d'aller et venir comme il veut. Pourquoi pas Laurent Gbagbo? Donc moi, je crois que si Ouattara veut vraiment jouer sa partition sur le chemin de la... Parce qu'il a réussi sur un autre plan. C'est le développement, l'économie, les infrastructures, la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Là, il a vraiment réussi sur ce tableau. Chapeau. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie parce qu'il ne peut pas empêcher indéfiniment Gbagbo de rentrer. Gbagbo a ses partisans. Gbagbo a payé d'ailleurs le loup tribut avec 8 ans passés dans les jours de la CPI. Mais pourquoi ne pas jouer sur ça? S'il a pu amnistier Simone Gbagbo, qui aujourd'hui est sur le terrain politique et bon, elle jouit de sa liberté, pourquoi pas Gbagbo ou Ichalbel Goudé? Moi, je crois qu'il devait plutôt entamer des discussions profondes avec ses ennemis pour qu'ils puissent rentrer, pour que le jeu démocratique puisse continuer. Aujourd'hui, par exemple, dans ces stratégies, on a l'impression qu'il veut encore postuler ou il va encore se maintenir. C'est ça aussi, puisque lui-même, il a fait une constitution qui procédait à la limitation de mandat. Même si, entre-temps, il a changé la constitution qui lui permet de se présenter, mais la réalité est que s'il est un acteur de paix, et s'il veut vraiment qu'après lui, ça ne soit pas la catastrophe, je crois que quelque part, il doit avoir une vision pour son pays et travailler ardemment pour éviter... Parce qu'en empêchant Gbagbo de rentrer, mais finalement, un bon matin, ses partisans aussi peuvent se rebeller. Et bon, comme les armes circulent facilement en Afrique, et puis un bon matin, on attend que ça crépite parce qu'on nous dira que les éléments de Gbagbo se font signaler. Est-ce que c'est ce qu'il veut laisser à la Côte d'Ivoire, après tout le travail qu'il a pu faire au cours de son mandat de ces 10 ans pratiquement? C'est ça la question. Francis Napokoura, quels sont vos reproches finalement à Gbagbo? 8 ans de passé de l'autre côté à l'arrêt, et on l'a libéré, libération sous condition, et le pays dit non, 20 ans de prison. Vous savez, je crois que c'est nos justices, c'est-à-dire que nos tribunaux. Je l'ai souvent dit que nous n'avons pas des hommes courageux qui font leur travail. Ils perçoivent seulement leurs émoluments, leur salaire, ça va. La Fontaine, je crois, décrit dans les animaux, dans l'ouvrage, je crois, les animaux malades de la peste, comme il décrit la justice dans nos pays. Et c'est extrêmement grave que nos juges et nos magistrats et nos avocats tombent dans des pièges comme celui tendu au niveau de Gbagbo. Déjà à l'origine, en 2016, de ce procès, mais l'État ivoirien a été disqualifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas partie prenante, n'est-ce pas, de ce procès. Et subitement, on déclare une libération, c'est-à-dire que un acquittement. Après, c'est la procureure qui dit non, plutôt, il faut proclamer. C'était un acquittement. Après, oui. On dit bon, c'est un non-lieu. Et elle a introduit, Fatoumata a introduit un recours. Mais on n'est pas encore arrivé à la fin. Et subitement, c'est l'État ivoirien. Nous, on savait, on l'avait déjà dit sur ce plateau, que en libérant même Gbagbo de la Haye, il y avait déjà une condamnation de 2018 qui l'attendait en Côte d'Ivoire. Mais je pense que les Ivoiriens, l'État ivoirien pouvait laisser, lorsqu'on va le libérer, de pouvoir, n'est-ce pas, brandir cette condamnation. Puisque c'est eux, après tout, qui doivent vous donner l'autorisation à Gbagbo, peut-être de rentrer au pays. Et voilà, subitement, c'est eux qui introduisent un recours au niveau encore de la Haye, qui montre que, depuis le début, c'est eux qui manipulaient les choses de gauche à droite, et ils ont senti finalement que
et Fatoumata Bensouda est dépassé parce que il reste quelques jours pour pouvoir proclamer et délibérer ce dossier. Et donc, je crois que dans les coulisses, ils ont senti que la délibération risque d'être en faveur de Gbagbo. Alors, donc, il fallait déjà s'introduire. Et c'est là que l'État ivoirien, Ouattara, est en train de montrer vraiment qu'il n'a pas, il n'est pas cet homme d'État dont la Côte d'Ivoire avait besoin pour faire sa paix. Et Dominique Alizou l'a dit. Mais vous retournez en Côte d'Ivoire. Les grands travaux en Côte d'Ivoire s'étaient arrêtés du départ de Félix Houphouët-Boigny. Quand Félix Houphouët-Boigny est mort, et puis Bédié est venu, Bédié n'a pas fait grand-chose. Est-ce que vous voyez, après le temps de Gbagbo, les 10 ans de Gbagbo, bon, les gens de Gbagbo vous diront que c'est parce qu'il y avait la guerre qu'il n'a pas pu travailler. Mais pendant ce temps, les gens ont amassé des milliards. Et quand vous voyez les grands immeubles à l'époque en Côte d'Ivoire, c'est des proches de Gbagbo qui avaient ces immeubles. Et voilà, Ouattara est venu. Ouattara a relancé les grands travaux avec les grands ponts. Ben, vous retournez en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après 99, quand vous retournez en Côte d'Ivoire, vous sentez qu'il y a du travail qui a fait. Mais qu'est-ce que Ouattara est en train de faire pour pérenniser l'action? Pour pérenniser l'action, il devait se préparer. C'est-à-dire que c'est au premier mandat qu'il a pu travailler. Le deuxième mandat, il est tombé dans les travers en pensant à la conservation du pouvoir, alors qu'il pouvait déjà se préparer pour, n'est-ce pas, donner le témoin à un successeur qui conduise la Côte d'Ivoire après, c'est-à-dire qu'après Gbagbo, Bédié et Ouattara, il doit avoir une nouvelle classe. Lui-même, il avait évoqué une fois en disant qu'il va laisser le pouvoir à la jeunesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il est là, et il veut utiliser une constitution modifiée pour pouvoir. Ce n'est pas normal. Il va ramener encore cette histoire de guerre, de conflit. De toutes les façons, et Soro Guillaume est là. Et dans son rôle, et bon, on verra. Dans quel rôle? De chef de rébellion? Pourquoi cette fixation sur... Il est maintenant candidat, déclaré. Cette fixation sur Gbagbo, quand on sait qu'il y a Blé Goudé qui est là, il y a Soro qui est là, qui dit d'ailleurs qu'il est déjà candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Vous savez, cette posture, cette nouvelle posture du camp Ouattara de la Côte d'Ivoire, je pense que laisse présager, il faut quand même, disons, il faut juger quand même les déterminants de cette affaire-là. J'estime que aujourd'hui, je pense que Alassane Ouattara, au vu, comme l'a dit tout à l'heure Dominique Alizou, au vu des grands travaux qu'il a eu quand même à exécuter au niveau de la Côte d'Ivoire et qui retiennent un peu son nom au niveau de toutes les tendances, lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, toutes les tendances se reconnaissent au moins. C'est vrai que, à la différence de ce que nous avons quand même chez nous ici, au moins toutes les tendances se reconnaissent qu'il a eu quand même à faire du boulot et qui a marqué son temps. Et heureusement, il sortait quand même par la grande porte en disant que voilà, ils vont laisser quand même la progéniture, du moins c'est la jeunesse, pouvoir quand même aussi diriger le pays, parce qu'ils sont arrivés au terme quand même de leur âge. Moi, ce que j'ai, après cette lettre envoyée quand même à la CPI, je me dis, où est donc, pourquoi engager de faramineux fonds pour quand même parler d'une commission vérité puis réconciliation de la Côte d'Ivoire. Ça voudrait dire quelque part, je pense que s'il faudrait quand même rentrer dans les arcanes de ce problème-là, il faudrait quand même compter avec Laurent Gbagbo pour quand même maintenir, disons, cette réconciliation-là, tant voulue par la quasi-majorité de la population ivoirienne. Or, aujourd'hui, on sent directement qu'il y a encore eu des résurgences, du moins c'est les réminiscences du schéma qu'on a connu par le passé et qui ne sont pas prêts, du moins au niveau d'Alassane Ouattara, il n'est pas prêt quand même à faire table rase de tout ce que la Côte d'Ivoire a connu. Normalement, lorsqu'on introduit au moins une commission de justice, vérité, réconciliation au niveau d'un pays, c'est quand même faire table rase par ce que nous avons connu par le passé et recommencer de nouveau. Aujourd'hui, lorsqu'on introduit du fait qu'on est hostile à la libération d'un compatriote qui pourrait compter qui pouvait aussi contribuer à la paix des braves au niveau de ce pays-là, je pense que quelque part, ce n'est que, disons, une réconciliation de facettes qui n'a jamais existé en réalité. Et cela repose entièrement le problème du fait que Alassane Ouattara n'a jamais, ou du moins, ce n'est pas prêt à lâcher le pouvoir d'ici tôt. Quand, du moins, si ce n'est lui-même, il voulait quand même que
que ce soit son cas qui puisse quand même le conserver le plus longtemps possible. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faudrait quand même, à partir du moment où il a fait les 2 mandats, certes, et que lui-même, il a émis l'idée de pouvoir donc libérer le plancher, il faudrait quand même qu'il s'en tienne dans cette bonne volonté exprimée et que la Côte d'Ivoire retrouve quand même cette pétence voulue. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je pense que n'eût été les négociations, il serait quand même aujourd'hui tombé sous le coup de djihadisme. C'est vrai qu'il a anticipé à faire des négociations qui a aussi longtemps qu'on a pris. Mais il y a les armes qui circulent. Qui circulent toujours. Dominique Alizou, vous voudriez bien dire quelque chose? Oui, je voudrais indiquer qu'aujourd'hui, nous voyons les prémices de la crise qui s'était produite avant, notamment la volonté manifeste de conserver le pouvoir. Avant, c'était ça, Gbagbo voulait à tout prix conserver le pouvoir, il n'était pas prêt à lâcher. Et après des élections, seulement il a commis l'erreur d'organiser des élections au moment où le pays était divisé en 2, où l'autre côté était sous la domination des armées de la rébellion et autres. Donc, il a commis l'erreur, il l'a fait, d'accord, mais c'est qu'au finish, à la proclamation des résultats, il s'est vu, d'aucuns disent qu'il a gagné, d'autres disent non. Bon, si on s'en tient au résultat officiel, c'est qu'il avait perdu. Maintenant, c'est justement, après ça, si il avait accepté, passer le témoin, peut-être que la Côte d'Ivoire n'allait plus basculer. La Côte d'Ivoire allait connaître peut-être une transition un peu mouvementée, mais ça passerait sans problème. Mais c'est cette volonté aussi de... Mais quelque part, moi, je n'accuse pas trop Gbagbo, qui avait une armée régulière, contre une rébellion soutenue par la communauté internationale. C'est extraordinaire aussi que c'est la première fois que cela arrive, qu'une rébellion puisse avoir le soutien de la communauté internationale, puis contre le pouvoir en place. Mais finalement, lui aussi, c'est un garçon. Il s'est dit, au moins, si je peux me défendre, je vais me défendre. Et finalement, c'est les populations qui ont perdu le lourd tribut avec plus de 3000 morts dont on en parle. Donc aujourd'hui, lorsqu'on touche du doigt la crise, qui doit se retrouver à la CPI? Soit les deux, notamment Gbagbo et Ouattara, à la CPI, ou les deux seront libres. C'est possible tout ça? Mais normalement, si la justice internationale n'était pas aussi une justice aux ordres de l'Occident, qui décide de qui peut aller, qui peut ne pas aller, en réalité, qui peut dormir à la maison, qui doit diriger le pays naturellement. Donc c'est ça aussi les incongruités de cette communauté internationale qui nous chante la démocratie, la justice, l'équité. Alors que même là, lorsqu'il s'agit de leur intérêt, la justice n'existe nulle part. Hein. Et c'est le cas ivoirien. C'est juste pour dire que le schéma qu'on a connu au niveau de la Côte d'Ivoire n'est pas unique dans son genre. On l'a connu au Congo-Brazzaville où la rébellion avait soutenu le camp du président actuel pour déchoir le président. Non, il est venu par une rébellion. Il est venu par une rébellion soutenue par ces puissances pour chasser un président régulièrement élu. Francis Nakpo, oui, Francis. Vous savez, la guerre est en Côte d'Ivoire. Sinon, le maintien de Ouattara, tout le monde sait, est politique et stratégique. Il est un ancien du FMI et puis un chouchou de la BCAO. Lorsque les gens, on parle de tourner la page franc CFA, c'est lui qui saute contre. Et vous savez, les amis de, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy. Enfin, ce Gbagbo, quand même, c'est quand même un prisonnier aussi personnel de Nicolas Sarkozy, tout comme sinon de la France. Sinon de la France. Lorsque tu parles de Nicolas, c'est comme si personnellement Nicolas, non. C'est les intérêts français qui étaient en jeu. Parce que quand vous voyez les investissements par exemple, du groupe Bolloré en Côte d'Ivoire, que ce soit dans qui gère l'eau et l'électricité, dans le port, le chemin de fer, les autoroutes, il a dit, quand vous prenez les 3 brasseries, par exemple, de la Côte d'Ivoire sont détenues par le groupe Castel, qui est au Togo ici. Vous voyez, les intérêts... Heineken a été repris par le groupe Castel. Ah bon? Oui, mais effectivement, comment il s'appelle? Castel a mené la guerre du... Heineken en Côte d'Ivoire. Et Heineken a dû céder sa brasserie
n'est-ce pas, qui faisaient concurrence. Et vous savez par quel moyen? Ils ont boycotté tous les produits, les Toyota. D'accord? Les Toyota, les matériels informatiques que vendait le groupe, je crois, le groupe CFAO en Côte d'Ivoire, même au Togo, partout dans les pays. Donc, vous voyez, la brasserie togolaise même n'utilisait plus les Toyota. Voilà, ils avaient changé. Donc, ils ont mené la guerre dure à cette brasserie-là et ils étaient obligés de... Donc, c'est, comment ça s'appelle, le groupe Cassel qui détient les 3 brasseries. Et tout ça là, c'est... Il n'y a plus de concurrence. Il n'y a plus de concurrence. C'est les amis personnels de Nicolas Sarkozy qui sont sur ces yachts, ces bateaux de plaisance, et qui prennent les avions, les jets privés. Et il est régulier même dans ces pays-là. Est-ce que vous voyez? Donc, au fait, Ouattara ne joue pas le jeu de la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, mais c'est le jeu de la France et pour les Français. Donc, si on ne comprend Ouattara, pas... c'est un Ivoirien quand même. Hein? Oui, mais un Ivoirien, mais sa femme est française. Sa femme est française. D'accord. Sa femme est française, sa femme est juive. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Comme on le dit, ailleurs, Idriss Déby a dit que c'est les Français qui l'ont forcé à s'éterniser au pouvoir. Donc, on est en train de voir que dans pratiquement tous les pays où et les groupes Castel, et les Bolloré, les Boissons, au fait, la France est en train de forcer la main aux gens, n'est-ce pas, à s'incruster au pouvoir. Oui, tu ne vas pas me dire que c'est la France qui dit à Alpha Condé de faire un 3e mandat quand même. Hein? Après ces analyses-là, il y a un point qu'on devait quand même relever. Puisque par le passé, lorsque le problème Gbagbo était donc sur le niveau de la CPI où il y avait eu cette libération, on avait quand même estimé à un moment donné que cette justice internationale-là était donc sous ordre d'un certain nombre de puissances. Mais aujourd'hui, je pense que le schéma tel que présenté pouvait, parce qu'il faudrait quand même qu'on le relève, prouve directement qu'il y a quand même un pas de survie qui est fait au niveau de cette justice. Sans quoi, je pense que ces puissances pouvaient influencer à ce qu'on puisse maintenir Gbagbo, disons, dans les rouages, ou du moins c'est le maintenir dans les liens de la justice. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a une partie de liberté, c'est vrai que c'est une liberté conditionnée, certes, mais quelque part, je pense qu'avec l'évolution, ou quand même ayant senti directement la nécessité du fait que Laurent Gbagbo devrait, coûte que coûte, être libéré, il a fallu quand même qu'on fasse pression à l'interne, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour dire que lorsqu'il rentrerait néanmoins au pays, il faudrait quand même qu'il puisse encore subir, disons, les 20 ans prononcés par le passé. Ça voudrait dire quelque part que cette justice-là, contrairement à ce qu'on a dit par le passé, a des bribes quand même de sûreté qui se fait, et que tous les juges ne sont pas aussi corrompus comme on a eu quand même à le relever, du moins c'est être à la trousse des communautés internationales. Je crois que la justice de la CPI, les magistrats commencent quand même par comprendre, surtout par rapport aux critiques, acerbes que les Africains, ou le monde, surtout les Africains, et le monde, c'est-à-dire commencent toujours par relever. Donc je crois qu'ils veulent maintenant jouer leur partition. Sinon, l'incarcération de Jean-Pierre Bemba, ça n'avait pas de tête ni queue. Mais finalement, elle a fini, je crois, lui aussi, il a passé pratiquement 7 ou 8 ans avant d'être également libéré. Bon, donc je crois qu'ils se disent quand même qu'ils doivent jouer leur crédibilité. Mais quand même 8 ans, conserver quelqu'un dont ils savent que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo qui a créé la crise ivoirienne, c'est plutôt ceux qui sont au pouvoir qui ont créé cette crise. Ils n'ont pas de choix, en fait. Ils n'ont pas de choix. Moi, je ne vois pas qu'ils ont voulu vraiment montrer une crédibilité. C'est qu'ils sont pris face à la situation. Et ils ne pouvaient pas faire autrement parce que c'est trop criard. Une question, Dominique, quand on sait qu'on vote en 2020 au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina et chez Alpha Condé, Guinée, chez Alpha Condé, est-ce que la paix est vraiment garantie au vu de tout ce qui est en train d'être fait en ces derniers moments? La paix est là, dans d'autres contrées, oui. Par exemple, au Togo. Tu as un problème au Togo? Je n'ai pas dit au Togo. Non, je donne un exemple. Maintenant, la Côte d'Ivoire est la locomotive. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du Togo, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau du Burkina, en fait, aujourd'hui, il y a des djihadistes. Chaque jour que Dieu fait, tue les Burkinabés. Donc là, on peut dire qu'il y a un danger, il y a des problèmes. En Côte d'Ivoire, pour le moment, il n'y a pas de souci. Mais la façon dont les choses évoluent avec ce blocage, si Ouattara avait véritablement ouvert, laissé les autres venir au nom de la réconciliation,
je crois que le problème ne se poserait pas. Et qu'il décide de passer la main parce que quelque part, lui-même, c'est lui-même qui a fabriqué cette constitution qui limitait le mandat. Et surtout s'il avait réussi à respecter l'accord de Daoukro avec Bédié. Je crois qu'aujourd'hui, s'il l'avait passé, où il était dans la dynamique de passer la main à Bédié, je crois que le problème ne se poserait pas. Ils seront encore au pouvoir. Et là, je crois qu'ils auront le temps nécessaire de pacifier le pays. Et même si les adversaires qui ont subi les affres de cette crise, puisqu'au finish, c'est eux qui ont payé le lourd tribut, puisque, au fait, c'est la justice des vainqueurs, bien sûr. Mais quelque part, ça peut adoucir les choses. Et je me dis que la Côte d'Ivoire pouvait s'en sortir définitivement de... La pause, quand on sait que la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'espace UMOA, voilà. 40% de... Oui, on est à l'abri. Le problème, ce n'est pas seulement l'UMOA. Il y a la CEDEAO, c'est notre sous-région. Il y a le Nigeria là-bas qui a fermé ses frontières. Les conséquences sur les économies. Allez au grand marché voir. Il y a des gens qui ont commandé des biens qui sont bloqués, ça va. Qui sont bloqués et des biens parfois périssables et ils sont foutus. C'est des commerces qui sont partis à zéro. Donc ajouter au braquage, aux incendies des grands marchés. Il y a encore incendie? Non, mais passé, ça compte, oui, le cortège de malheur, oui, le cortège de malheur de nos commerces. Mais ça, c'est vieux, ça. De nos commerces continue. Et comment ça s'appelle? Maintenant, la Côte d'Ivoire, qui est au poumon de l'UMOA dont vous l'avez parlé, si la Côte d'Ivoire bascule encore, c'est extrêmement grave. Et il dit qu'au Togo, il n'y a pas de problème. Au Togo, il y a des problèmes. Il réclame... On ne parle pas du Togo pour le moment. Il réclame le retour. Nous allons devoir marquer la pause. Ici, on réclame le retour de qui au Togo? Parler Angola, après On réclame le...